Ma mère menaçait souvent de me découper en 8 morceaux si jamais je renversais le seau d'eau, ou faisais semblant de ne pas l'entendre me crier de rentrer à la maison, quand le crépuscule s'assombrissait et que le chant des cigales devenait assourdissant. J'entendais sa voix enrouée de colère résonner à travers la vallée solitaire. « Où est passé ce maudit gamin ? Je le mettrai en pièces quand il reviendra. » Je revenais tout crotté d'avoir descendu en glissant la colline, couvert de bleu à force de m'être bagarré, ou même un jour la tête ensanglantée après avoir été blessé par une pierre. J'ai encore la cicatrice comme un ongle de pouce argenté. Mais rien ne m'attendait, sinon le feu dans la cheminée, la soupe odorante et les bras de ma mère qui s'efforçaient non pas de me mettre en pièces, mais de me faire tenir en place afin de nettoyer mon visage ou de lisser mes cheveux, tandis que je me tortillais comme un lézard pour lui échapper. Sa dure vie de labeur interminable l'avait rendue forte, et elle n'était pas vieille puisqu'elle m'avait mise au monde à moins de 17 ans. Quand elle me portait, je voyais que nous avions la même couleur de peau, bien que nous ne nous ressemblions guère pour le reste. Son visage était large et placide, alors que je savais, parce qu'on m'avait dit, car nous n'avions pas de miroir dans ce village de minots perdu dans la montagne, que mes traits étaient plus fins, comme ceux d'un faucon. Habituellement, notre lutte se terminait par sa victoire, dont le prix était de pouvoir me serrer sur son cœur sans que je parvienne à me dérober. Elle me murmurait alors à l'oreille la formule de bénédiction des invisibles, tandis que mon beau-père marmonnait sans conviction qu'elle me gâtait trop, et que les petites filles, mes demi-sœurs, faisaient des bonds autour de nous pour obtenir leur part de caresses et de bénédictions. Je croyais alors que ce n'était qu'une façon de parler. Minot était un endroit paisible, trop isolé pour être affecté par les batailles féroces où s'affrontaient les clans. Je n'aurais jamais imaginé que des hommes et des femmes puissent vraiment être découpés en 8 morceaux, que leurs membres vigoureux, à la peau couleur de miel, puissent être arrachés à leur corps pour être jetés aux chiens. Élevé parmi les invisibles, accoutumé à leur douceur, j'ignorais que des hommes infligeaient de tels traitements à leurs semblables. J'entrais dans ma 15e année, et ma mère commença à avoir le dessous dans nos luttes. Je pris 15 centimètres en quelques mois, et à 16 ans, j'étais plus grand que mon beau-père. Il se mit à marmonner plus souvent qu'il était temps que je m'établisse, que je cesse de courir la montagne comme un singe sauvage, et que je me marie dans une des familles du village. Je n'avais rien contre l'idée d'épouser une de ces filles avec qui j'avais grandi, et cet été-là, je travaillais plus dur que jamais à son côté, prêt à prendre ma place parmi les hommes du village. Par moments, cependant, il m'était impossible de résister à l'attrait de la montagne, et à la fin du jour, je m'éclipsais dans le bois des hauts bambous au tronc satiné, baigné d'une lumière verte et oblique. Je prenais le chemin rocailleux qui menait à l'autel du dieu de la montagne, où les villageois déposaient des offrandes de millet et d'oranges, avant de m'enfoncer dans la forêt de bouleaux et de cèdres, parmi les appels ensorceleurs du coucou et du rossignol, afin de guetter cerfs et renards et d'entendre au-dessus de ma tête le cri mélancolique des milans. Ce soir-là, j'avais parcouru la montagne de bout en bout pour atteindre un endroit où poussaient les meilleurs champignons. J'avais rempli tout un baluchon de ceux qui sont petits et blancs comme des fils de soie et de ceux en forme d'éventail orange foncé. Je pensais au plaisir que ma mère ressentirait à cette vue, qui apaiserait même les récriminations de mon beau-père.
Il me semblait déjà sentir le goût des champignons sur ma langue. Tandis que je traversais en courant le bois de bambou et les rizières où les lys rouges de l'automne étaient déjà en fleurs, je croyais humer des odeurs de cuisine portées par le vent. Comme souvent à la tombée du jour, les chiens du village aboyaient. L'odeur devint plus forte, ses effluves se firent âcres. Je n'avais pas peur, pas encore, mais un pressentiment commença à accélérer les battements de mon cœur. J'allais au-devant d'un incendie. Des feux se déclaraient souvent dans le village. Presque tout ce que nous possédions était en bois ou en paille. Mais je n'entendais pas un cri, aucun bruit de seau passant de main en main. Personne ne se répandait comme à l'ordinaire en plaintes et en malédictions. Le chant des cigales était toujours aussi strident. Les appels des grenouilles résonnaient sur les rizières. Les échos d'un tonnerre lointain retentissaient sur les montagnes. L'air était lourd et humide. Je suais à grosses gouttes, mais la sueur se glaçait sur mon front. Je sautais par-dessus la rigole de la dernière rizière en terrasse et regardais à mes pieds ce qui avait toujours été le paysage de mon foyer. La maison avait disparu. Je m'approchais. Des flammes rampantes venaient encore lécher les poutres noircies. Aucune trace de ma mère ou de mes sœurs. J'essayais d'appeler, mais ma langue semblait subitement trop grosse pour ma bouche et la fumée me suffoquait et remplissait mes yeux de larmes. Le village tout entier était en feu. Mais où étaient passés les villageois? C'est alors que les hurlements commencèrent.